Employé, une de ses employées, Madame Avis, qui est là, et qui elle-même a prévenu mon ami Jean-Luc Vigneux, qui est le rédacteur de Chanson. Je crois ne rien avoir oublié. Mon père est là, moi je suis là, bon ben ça va. Alors on va commencer, hein? Madame Avis. Oui, je vous en prie, monsieur Caron. Alors Charles Caron, qui est né le 10 octobre 86 à Amiens, son père expert comptable, sa mère élégante et amoureuse. Il fait ses études à l'école communale d'Amiens. Son père n'aimait pas tellement le lycée. À cette époque-là, il y avait une espèce de lutte entre le lycée et l'école communale et supérieure. Alors donc, il passe son certificat d'études. Après ça, eh bien, il va à l'école supérieure, au Jules Barny, et puis il passe son brevet très brillamment, mais sa maman avait perdu papa. Son papa était mort très jeune, à 45 ans, et s'était remarié avec son beau-frère, c'est-à-dire le frère de son papa. Et le frère était bottier, quoique intelligent, il ne voyait pas d'un bon œil mon père continuer ses études, et il aurait pu le faire brillamment. Donc mon père s'est trouvé à travailler, vous comprenez, à 17-18 ans. Et là, eh bien, il a fallu qu'il trouve quelque chose. Il a trouvé... On entend bien là, oui? Il a trouvé une place à la société électrique, société d'électricité d'Amiens, qui se trouvait, je crois, du côté du port d'Aval à ce moment-là, non? Et là, alors là, il a rencontré des gens épatants. Il a rencontré surtout Henri Chenu, qui a été pour papa un espèce d'initiateur. Papa était jeune, Chenu était déjà plus âgé, il faisait partie de Société des Rosati Picard, des choses de photographie, et il a un petit peu employé papa, vous comprenez, sous sa souveraineté, et il l'a un petit peu transformé. Et mon père parlait un peu picard, comme tous les enfants apprennent le picard, quoi, un petit peu. Et un jour, il y a Henri Chenu qui dit: tu sais, Joe, t'es un picard, il n'est point bon. Il faudrait que tu le rapprennes. Tu mets trop le temps qu'il faut, mais il n'est point bon. Parce que papa avait déjà écrit. Et il y avait des problèmes d'orthographe, d'accord, alors que le picard amiénois, c'est un picard vraiment extraordinaire, avec toutes les règles qui s'imposent, les règles d'accord, l'orthographe et tout ça. Tandis qu'où j'habite, à Saint-Valery, on écrit avec beaucoup de Z et d'apostrophes. Voyez-vous, le picard. C'est pas la même chose. Alors voilà, donc papa parti dans cette... avec Henri Chenu, qui lui fait connaître pas mal de gens. Et puis la guerre arrive. Alors la guerre... mon père travaillait à ce moment-là, avait changé de travail, travaillait à la maison Veillé-Lescure, qui était une maison de chaudière,
pas loin d'ici, du reste, de chaudière tubulaire, et papa travaillait là-dedans, et cette usine avait été réquisitionnée pour fabriquer des mitrailleuses. C'était la guerre. Alors, papa donc travaillait là-dedans, il était en somme un soldat, quoi, un soldat mobilisé dans cette usine. Alors je rattrape mon truc là. Voilà. Ça y est. Alors, le du Picard s'étend amélioré beaucoup à l'aide de bouquins, à l'aide de tout ça. Et à la fin de la guerre, mon père a commencé à écrire des poèmes en picard, des histoires, des anecdotes. Il lui arrivait même sur certains journaux de faire des dessins avec une légende, soit en picard, soit en français. Bon, alors il était vraiment au courant de tout en picard. Je m'excuse, mais je suis forcé d'arrêter ça. Je ne suis pas un bon conférencier. Alors n'oubliez pas également, vous devez le savoir, que le Picard de chez nous, de Damien, avec une grande partie du Picard de la moitié de la Belgique, ont donné naissance avec le français des rois, des châteaux de Touraine, a donné naissance au vieux François que nous avons maintenant. Voilà un petit peu l'histoire de Picard. J'espère que vous êtes d'accord. Oui? Oui? Bon. Alors répondez. Ouais. Faut parler. Voilà. Vous n'êtes pas d'accord, là? On va dire, c'est quoi? Hein? Tout en penser. Parce qu'il y avait dans la moitié de la Belgique, on parle encore un Picard. Hein? Bon. Alors ça va. Vous êtes d'accord, c'est bon. Alors ça va. Bon, c'est bien ça. Voilà, c'est bien. Voilà. Donc papa commence à un petit peu prendre de l'âge, il se marie avec maman, qui s'appelait Madeleine Billon, et bonjour. Il se marie avec Madeleine Billon et maman, qui était modiste, arrangeait beaucoup, papa, elle l'aidait à encadrer ses aquarelles, et qui étaient des aquarelles rehaussées de 3 crayons. Quelquefois il y avait un jus de sépia et il revenait avec 3 crayons, les 3 crayons fondamentaux, c'est-à-dire un blanc, un sanguine et un noir. Bon, alors il faisait tous les coins d'Amiens, même les plus discrets, il les a illustrés entièrement, à tel point que la première exposition qu'il a faite à Amiens, Rosette Picard, comportait
80 aquarelles. Il y a eu bien quelques-unes, mais enfin, le maximum c'était des aquarelles. Et sur 80, il en a vendu 115. Parce que les clients, les visiteurs qui venaient voir son exposition nous disaient: mais monsieur Blanc, vous ne pourriez pas venir me faire ma maison, hein, puisqu'il avait déjà fait des points. Alors il a donc vendu plus qu'il avait exposé. Voilà, c'est quand même intéressant. Bon, faut que je regarde de temps en temps parce que je perds le truc. Alors mon père, étant marié, moi je suis né rue Rondeau en 1915, presque hier. Et mon père a toujours eu envie d'un atelier. Or, la rue Rondeau, c'était une petite maison qui ne comportait pas de jardin. Bon, alors donc, ils vont pas tellement loin de la rue Rondeau, ils vont rue Mat. Pas loin. Et rue Mat, évidemment, il y avait un jardin avec un super poirier, et mon père, avec des amis, avec des ouvriers, s'amuse à construire un atelier. Il avait toujours rêvé d'un atelier. Alors dans cet atelier, bien sûr, il avait installé sa presse pour continuer à faire ses eaux fortes, avec à l'aide d'une plaque en cuivre, et puis de tourner sa presse à chaque fois pour imprimer ses empreintes de type. Et puis aussi, il se construit un espèce de grand meuble dans lesquels il va s'amuser à découper dans tout ce qui va l'intéresser, surtout du dessin. Il va découper dans des brochures, dans des journaux, dans des magazines. Il va découper des petites choses qu'il va classer dans son grand meuble et qui vont l'aider à improviser, à partir sur la plupart de ses illustrations, vous comprenez. Alors tout est classé dans des chemises. Il y en avait, je ne sais pas combien, 200 à peu près. Et tout ça c'est classé. Alors quand il a besoin de quelque chose, femme assise, femme couchée, femme debout, femme nue aussi, parce que de temps en temps, moi je la regardais, femme nue. J'avais pas le droit, mais je la regardais quand même. Alors, dans cet atelier, il a acheté un peu tout ce qu'il pouvait, des rabots, des livres, il fallait également qu'il sculpte aussi. Il avait un petit peu sculpté, pas tellement, beaucoup de choses, mais enfin il s'amusait à sculpter des mains, des choses comme ça. Mais son grand travail, c'était surtout l'illustration. Il travaillait dans des journaux ça s'appelait pas le Courrier Picard, ça s'appelait le Journal d'Amiens. Il y avait le Journal d'Amiens, puis il y avait le Progrès de la Somme. Hein? Bon, alors, souvent, on lui demandait de faire un dessin, un peu d'actualité sur ce qui se passait pour illustrer la base du journal, quoi. Alors il faisait ça, il était très content, et puis de temps en temps il faisait une exposition de peinture. La première, je vous l'ai dit, ça a été Rosati, et après il en a fait beaucoup quand il faisait partie des projectionnistes, quand il avait des amis à l'académie, et quand il avait tout cet ensemble de copains, des gens comme Maurice Garret, des gens comme Terrasse, des gens comme... enfin, il y a eu beaucoup de... Il faut m'excuser,
la mémoire quelquefois fout le camp et je ne m'en rappelle pas. Mais vous, il y en a certainement certains d'entre vous qui ont entendu parler vaguement de ces gens, de ces gens qui occupaient des situations importantes sur un plan aussi bien lyrique, théâtral, photographique, peinture. Et mon père était toujours dans ce milieu-là, avec ses amis, parce qu'en plus de ça, il s'occupait de marionnettes, et il était au Rosati Picard, il y avait ce théâtre de marionnettes, avec les décors. Le Rosati Picard, il y avait une salle qui était aussi grande que celle-là, même peut-être un peu plus grande, et plusieurs fois par an, alors que c'était un club de messieurs, plusieurs fois par an, les dames étaient invitées à des soirées, ou de musique, ou de théâtre, ou de choses comme ça. Bon, donc papa était toujours un peu sur le sentier de la guerre. Voilà encore une fois pour citer papa. Je m'excuse d'être forcé de m'arrêter de temps en temps. Hein. Vous m'excusez? Oui. Alors, il s'est occupé également d'eau forte. Alors, l'eau forte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça partait d'abord d'une plaque en cuivre sur laquelle on dessinait avec des produits spéciaux qui évitaient à l'acide dans laquelle on plongeait la plaque après d'être attaqué dans le dessin. Alors il y avait plusieurs dessins, des dessins moyens, des dessins profonds qui étaient protégés par ce vernis, et la plaque, une fois sortie de l'acide, présentait des reliefs. Et ces reliefs-là, on les accusait sur une feuille de papier avec de l'encre. Et ça s'appelait une eau forte. Et papa en a fait beaucoup, et il a fait également des expositions d'eau forte, parce que dans ce temps-là, l'eau forte était quand même un moyen d'expression employé par beaucoup d'usagers qui avaient un plaisir à graver, vous comprenez, ces eaux fortes. Bon. Alors, le théâtre. Alors, le théâtre, ça, il en faisait, il a écrit des pièces de théâtre. Une des premières des conférences, il a écrit une conférence qui était un siècle de théâtre de Cabotin à Amiens. Alors là, il retraçait tous les théâtres, et il y en avait beaucoup. Il y en avait, je sais pas moi, peut-être 10-12 à Amiens, hein, avec qui n'étaient pas tellement grands, c'était dans des petits coins avec une scène qui faisait peut-être, je sais pas moi, 2 mètres de large. Et derrière cette scène-là, vous avez les manipuleurs qui venaient et qui agitaient aussi bien la fleur que Polichinelle, qui changeaient les décors quelquefois, et qui, attention, qui jouaient des pièces d'une façon presque officielle, quoi, des pièces de théâtre. On jouait ces pièces-là en marionnettes. Et des orphelines, toutes ces pièces-là étaient jouées, et il fallait pas que les joueurs s'amusent à passer quelque chose. Parce que quelquefois dans la pièce, il y en avait un qui gueulait en disant rideau pour faire venir le gars pour qu'il puisse s'excuser et éventuellement reprendre la partie qu'il avait coupée. Ça se passait aussi au théâtre, au vrai théâtre
avec les vrais les êtres humains. Bon. Alors, donc, ces livres, la première chose. La deuxième chose, c'est également, je dois avouer même que dans ce livre du théâtre de Codotin, il était nommé mon grand-père maternel qui était marionnettiste et qui, lui, manœuvrait Polichinelle. Voilà. Alors, il y avait une petite chanson sur Polichinelle. Quand il venait saluer sur la scène, et qu'à la fin, aussi bien les gamins que les grandes personnes, quand il avait fini son tour de chant, lui réclamait une glissade. Alors le marionnettiste prenait son caderoussel et lui faisait faire une glissade au travers de la scène. Bon. Tout ça sont des vieux trucs que j'ai appris, voyez-vous, par papa, pas par mon grand-père, parce que mon grand-père était mort avant que je le connaisse, mais surtout par papa. Et puis par d'autres marionnettistes. Bon, c'est pas fini. Malheureusement pour vous, c'est pas fini. Bon. Alors, après ça, il a écrit une pièce de théâtre en picard, qui s'appelait Schnorler, qui est une très belle pièce, avec 3 acteurs. Il y avait le vieux bonhomme avec son horloge, laquelle horloge lui venait déjà de ses parents. Il y avait sa femme qui, elle considérait que l'horloge n'était pas une chose extraordinaire et qui essayait de la vendre. Alors cette pièce de théâtre, d'un acte, racontait comment ce garçon défendait son horloge, l'empêchait, et il avait raison à la fin, son horloge n'était pas vendu, le brocanteur foutait le camp et puis le garçon restait sur l'horloge. Voilà, ça c'était une pièce de théâtre qui a été jouée de nombreuses fois au Théâtre d'Amer, en picard. Alors après, il a attaqué cette chimère de 30 mètres de long qui représentait la mode depuis Ève. Il fallait bien commencer par quelqu'un, donc il avait commencé par Ève, qui n'était pas tellement vêtue, et depuis Ève jusqu'à 1930. Alors mon père, à ce moment-là, j'ai amené, voyez-vous, deux petits théâtres. Il y en a un qui représente presque la fin, c'est un dancing avec un orchestre de black en haut, et derrière il y a le Puy de Manon, et le Puy de Manon, je l'ai amené ici parce que ça a quand même un rapport, c'est que le Puy de Manon se trouvait dans l'auberge du Cardinal qui se trouvait en face de l'Hôtel Dieu, à Amiens. Et le Puy de Manon a tenu le coup pendant la guerre, même les bombardements, et puis à la fin de la guerre, ils l'ont foutu en l'air. Et ce Puy de Manon a donné naissance et figure dans le premier acte de Manon Lescaut à l'Opéra Comique. Dans le coin, il y a le puits que vous voyez, et puis voilà. Alors, il y a une quinzaine de petits théâtres comme ça, plus toutes les silhouettes qui, elles, ne sont pas en théâtre, mais sont en contreplaqué découpé, et qui,
de 20 ans, 50 ans, de 50 ans, 100 ans, parcourent ce chemin depuis Ève jusqu'à 1900 ans. Alors ça, si vous connaissez quelqu'un de sérieux, je l'offrirai cette suite, cette séquence, je l'offrirai à condition de servir pour des enfants, pour des adultes, ou dans un musée, ou dans quelque chose comme ça, voyez-vous, même peut-être même, pourquoi pas la bibliothèque, on ne sait pas. Alors là, ça fait 30 mètres de long. C'est impeccable, ça n'a pas souffert, et je vous dis, c'est une frise intéressante qui pourrait même être installée dans une salle comme ici, voyez-vous, avec une petite explication, et en plus de ça, c'est intéressant aussi bien pour les enfants que pour les adultes, parce que la mode c'est aussi bien historique, politique, ça gravit tous les degrés. Bon, alors si vous avez une connaissance, vous me l'indiquez, vous l'indiquez à Madame Avlis, qui me préviendra, et je leur ferai parvenir cette chose-là gratuitement. Et à mon avis, ça vaut la peine. Hein? Bon, alors ça c'est encore une chose de fait. Bon, la toile qui est à côté, c'est une de ces dernières toiles. Vous ne l'avez peut-être pas vue parce que vous êtes monté direct, mais vous pouvez descendre tout à l'heure pour la regarder. C'est sa mort, qui n'est pas triste du tout, parce que il y a les diables d'un côté dans la cheminée, il y a le bon Dieu qui arrive de l'autre côté avec le curé et la bonne sœur, et les anges, et la mort est en train d'arrêter la pendule. Parce que leur papa est mort, les lunettes sont tombées, le journal aussi, et les pigeons sont en train de bouffer son repas sur la table. Alors je trouve que cette peinture est gaie. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais répondez. Vous n'êtes pas en prison, là? Hein? Bon. Alors voilà ça. Voilà l'annonce. Alors il y a d'autres peintures que vous pourrez regarder tout à l'heure, avant de partir, qui sont des satires d'un compartiment de chemin de fer, de clochards sur les bords de la Seine, d'un repas d'anniversaire, où papa est toujours figuré, avec sa barbe, il est toujours là. Et puis, il y a également, pour faire écho, il y a un petit dessin de l'église Beauvais. Il a fait ces dessins-là pendant 70 ans, et puis d'un seul coup, un jour, il me dit, dis donc, Albert, tu ferais bien de me préparer des cartons, toi que tu peins en plus grand, puisque moi je peins dans des formats très étroits, aussi bien en hauteur qu'en largeur. Je dis oui, papa, bien sûr. Alors on est préparé une trentaine, une quarantaine. Alors je les avais découpés, je les avais enduits, de façon à ce qu'il n'y ait qu'à peindre. Et à ce moment-là, il a voulu, si vous voulez, représenter son avènement de siècle, quand il avait 14, 15 ans qu'il a commencé à peindre, et avec ses souvenirs. Alors il a peint des choses de l'époque, vous comprenez, des choses un peu plus marrantes, au lieu de peindre des cathédrales, des maisons. Il n'y avait pas un chat qui traversait la rue dans ce temps-là. Alors là, il a mis des personnages.
Voilà, ça c'est encore une phase de papa. Bon, faut que je tourne. Faut que je dépasse le truc, mais enfin, pas le texte. Je vous fatigue pas? Bon, non, pas du tout. Non, pas encore, c'est bien. Bon, alors donc les projectionnistes, c'était un club de gens d'Amiens très sympathiques. Il y avait des photographes, il y avait des gars qui faisaient de la photographie, il y avait des gars qui venaient là pour la vente, et c'était un club qui avait ses assises au Rosatilucas et qui donnait également de temps en temps des spectacles pour ces messieurs et pour ces dames. Voilà. Les messieurs par les photos, quand j'étais tout seul, ils invitaient les dames pour voir les débuts des films quand même, parce qu'il y avait un petit peu le démarrage de la caméra, les photos, il y avait des concours de photos, il y avait tout ça. Et mon père en faisait partie également. Il y avait aussi un autre théâtre de marionnettes. Bon, je m'en rappelle. Ah, c'est pas marrant. À 92 ans, il y a votre tête qui se vide, vous vous rappelez plus de rien. Et c'est pas drôle, hein. Ah non, c'est vrai. Vous rigolez, là, c'est vrai. Bon. Alors, il y avait aussi les revues. Je faisais beaucoup de revues, comme il ne se faisait pas. En plus de ça, il avait du talent et il ne se faisait pas payer. Et alors, souvent, de Paris, dans des coins comme ça, parce qu'il fréquentait beaucoup Paris avec son usine de Béguélisque, et souvent là. Alors donc, on lui demandait de faire des dessins, comme j'ai dit tout à l'heure, des dessins d'actualité, voire même un peu politique, mais pas méchamment. Vous voyez, un petit peu politique, des satires. Alors on lui demandait de faire ça pour illustrer les journaux. Bon, vous voyez, ça fait déjà pas mal de trucs là. Bon. Alors, il y en a un là que je dois retrouver, qui est avec un numéro 8 tout près. C'est quel est ce numéro 8? Ça c'est moi ça. Mais parce que je me suis trompé, au lieu de prendre une feuille vierge, j'ai pris un vieux. Bon. Alors les revues, on en a parlé. Les décors théâtre, ça il en a fait Camille Dupetit à ce moment-là, qui était un écrivain de pièces de théâtre, particulièrement toujours avec la Fleur, avait fait beaucoup de pièces de théâtre qu'il montait lui-même, qu'il finançait lui-même. Camille Dupetit, c'était un garçon qui était dans le velours, là, du côté de truc qui tourne sur la Somme, tu sais, qui est dangereux, le Schmoll-Creux. N'êtes pas au courant de ça. Le Schmoll-Creux, il y avait un truc qui tournait, et on disait surtout, vous approchez pas, parce que si vous tombez dedans, vous ne retrouvez plus. Ah, ça a pu tourner. Oui, c'était là-haut sur la Somme. Alors donc, Camille Dupetit avait ses trucs de velours là-bas, et il avait ses pièces de théâtre, il en faisait à peu près une nouvelle tous les 3-4 ans. Il y avait la Fleur ceci, la Fleur cela. Et puis, mon père, évidemment, était embauché pour les décors, pour les programmes, et puis pour tout ça. Bon, on va y arriver. Hein? Oui, on va y arriver.
Alors, il y avait aussi la collection, une collection dont on ne parle presque plus maintenant, mais qui était très importante, c'est la collection d'ex-libris. C'est-à-dire que tous les collectionneurs, pas tous, mais une grande partie des collectionneurs de bouquins à cette époque-là étaient propriétaires d'un dessin qu'ils avaient fait, qu'ils ont fait faire, les représentant un petit peu dans leur activité, si vous voulez, mais qui les représentaient dans leur collection de livres et qui leur permettaient, avec d'autres collectionneurs du monde entier, d'échanger leurs choses, comment dirais-je, leurs poinçons, leur représentation, quoi. Alors mon père avait également une collection d'ex-libris magnifique. Il y avait des choses, des gravures sur bois, il y avait des gravures sur cuivre, il y avait tout un tas de choses. Et malheureusement, quand mes parents ont déménagé de la rue Le Mas pour Paris, parce que mon père quand il avait une cinquantaine d'années, on a préféré prendre des jeunes dessinateurs et ingénieurs parce que ça coûtait moins cher qu'un vieux. Mais non, il s'est trouvé à la porte. Heureusement, comme il avait travaillé pour une grande maison de Paris, quand le directeur de la maison de Paris a su que mon père était à rien foutre, il l'a pris avec lui, tout content de le prendre avec lui. Donc mes parents à ce moment-là ont déménagé, il n'y avait plus la maison, et une grande partie des choses de papa, la collection d'affiches, les ex-libris, pas les peintures, parce que les peintures les avaient prises avec lui, puis en plus de ça, de temps en temps, il faisait des expositions. Mais le gros amour de mon père, même ces choses qui étaient tachées dans les revues pour avoir quelque chose, tout ça, ça a disparu. Bon. Sa collection d'affiches, ça, j'ai gardé ça pour la fin. Il avait 400 affiches à peu près, à la fin de sa vie. Des affiches qu'il achetait au marché à Raiderie. Il y avait un beau marché à Raiderie à l'époque. Vous savez, il y avait pas mal de gens qui vendaient des livres, des affiches, des dessins, des choses comme ça. Et il achetait ces affiches-là. Il les achetait également à Paris. En plus de ça, il y avait un courrier monstre de gens qui vendaient des affiches par correspondance. Or, il avait 400 affiches. Des affiches de Capello, des affiches du Trio, des affiches de tous les grands, de Dufy, de tous ces gens-là. Bon. Et ma mère, croyant bien faire une affaire, quand je lui en ai un peu voulu dire à sa maman, pourtant je l'adore, mais elle a trouvé bien de vendre ces 400 affiches à 1 franc pièce. Vous voyez ce que ça vaut à peu près maintenant. Hein? Une affiche d'il y a 70 ans, 80 ans. Il y en avait qui étaient signés. Voilà. Bon. Alors, les affiches, ça, c'était un voyage. Elles étaient toutes classées, pliées, par ordre alphabétique. Quand on les faisait voir, eh bien, on les dépliait, on les accrochait. Tout le monde était content. Papa les échangeait, parce qu'il y en avait certaines qui étaient en doute. Mais ça, l'affiche, c'est prodigieux. Que ça peut vous apprendre l'affiche. Surtout que c'était fait par des gars très costauds. C'était pas des toujours de traits. C'était des affiches. Ils en faisaient tous. Ils aimaient faire ça. Bon.
Alors, alors j'ai appris tout à l'heure par mon ami Jean-Luc que le musée des traditions populaires était quasiment fini. Or, le musée des traditions populaires, quand mon père a arrêté de jouer les marionnettes à Paris, eh bien, il a proposé à papa de lui acheter son théâtre. C'est-à-dire ce théâtre, il avait fait lui-même. Les marionnettes, il les avait fait lui-même. Il avait sculpté les têtes, il avait construit les corps, maman les avait habillés. Surtout qu'à cette époque-là, pour éviter de se balader avec 300 marionnettes, on avait baissé le chiffre à 100, 150 et on les habillait, vous comprenez, pour leur permettre de jouer de rôles différents. Alors, donc, les marionnettes, papa les a, son théâtre, je me rappelle quand le directeur est venu lui acheter ça, il était enchanté, il est resté à Paris, et mon ami Jean-Luc m'a dit, c'est fini, hein, je crois. Ben, dis-leur. Oui, c'est le musée des arts et traditions populaires qui a fermé ses portes. Voilà. Définitivement, il y a 18 mois, à peu près. Voilà. Donc les collections sont dispersées dans d'autres musées de France, mais en tant que tel, le musée des ATP n'existe plus. Voilà. Bon, alors mon père aussi avait été, on peut dire un peu plus qu'un bricoleur, mais quand il faisait ses séances de théâtre, des séances de projection, parce qu'il a un jour, il a illustré les chansons de Béranger. Et pour cette illustration, je sais quelque chose, c'est moi qui descendais avec pas mal d'accessoires de la rue Le Mat, Rosati-Picard, parce qu'à 8h du soir, il n'y avait plus de tramway. Donc il fallait y aller à pied. Bon, alors, quand on arrivait là-bas, il fallait monter tout, et il avait fabriqué sa lanterne avec des lampes électriques. Il lui a fallu changer la place des lampes électriques dans la lanterne parce que à un moment donné, ça donnait des foyers lumineux sur l'écran parce que l'écran se trouvait à 15 mètres devant. C'était un écran en verre. Derrière cet écran, il y avait un décor en carton qui devenait noir. Et en plus de ça, dans les rigoles de l'écran, vous avez les amis de papa qui manœuvraient des silhouettes avec des caoutchoucs, avec tout un truc. Il a illustré les chansons de Béranger de cette façon-là. Rosati-Picard aussi, ça a obtenu un grand succès. Voilà. Il y a combien de temps qu'on est en boutique, madame? Il y a à peu près 1 heure. Il y a 45 minutes que c'est bien. Bon, alors attendez, il y a encore des trucs à dire. Je reprends tout. Si j'ai oublié, il se peut que j'ai oublié, vous savez. Il se peut que j'ai oublié. Des défilés, des costumés même, parce que dans le temps, on aimait se costumer, c'était même pas une rigolade. On gardait quelquefois l'incognito, on contrefaisait sa voix pour intriguer, ça s'appelait du reste l'intrigue. On intriguait
les amis qui ne vous reconnaissaient pas toujours sous une barbe ou avec une voix contrefaite. Hein, c'était toute une scène. Et mon père également faisait ça avec ses amis, et tous ces amis-là étaient d'accord pour faire même des petites revuettes où il paraissait difficile de reconnaître les auteurs sous leur costume, vous comprenez? Alors ça, c'est encore une chose que papa aimait bien. Qu'est-ce qu'il aimait encore? Eh ben, il aimait se promener, évidemment, aussi bien aux Arsennages que dans les vieilles rues de Saint-Leu. Il peignait également à Paris. Il a fait des expositions à Paris de ses dessins. Tout à l'heure, avant de partir, vous verrez ces petites peintures, ces dessins. Si vous êtes intéressé, j'ai amené 5 bouquins de chaque que j'ai fait éditer il y a déjà en 1890 que j'ai fait éditer chez Hiver et Télé. Voilà. J'ai voulu en faire chez Hiver parce que j'avais peur d'en vendre par la suite. Le père Hiver il vient de mourir, mais le fils m'a dit, vous savez, pour faire des bouquins comme ça, c'est pas la peine, ça coûterait trop cher. C'est sur un papier couché, et alors, ils sont à vendre au prix de 20 €. Voilà. Ils ont pas mal d'années, ils en ont 20 années, 20 et quelques années. Alors dans l'un, vous avez coin de chez nous, ce sont des coins d'Amiens dont le tiers a disparu, qu'il a fait en 1930. Ce sont des dessins à la plume, à l'encre de Chine, sur du papier. Et le second, ce sont des poésies en picard, amusantes. Il y en a une, je pourrais peut-être pas vous la dire entièrement, mais elle m'amuse beaucoup. Ça s'appelle Je déluge. Je déluge, vous comprenez? Je déluge. Bon. Alors, c'est bien. Voilà. Frédéric Servet. Et ils sont encore dans leur... Ils sont encore virginaux. Tu ne veux pas m'ouvrir? Il y a une poésie là-dedans que j'ai toujours bien aimée. Il y en a un ouvert? Non, ils ne sont pas ouverts. Non. Ah non, il faut... Voilà. Merci. Hein? Alors vous voyez, il y en a en pagaille, hein, illustrés, évidemment. Il y en a une qui s'appelle Quand sont chez nous, il y en a une de Pâques, il y en a une des marionnettes, il y en a à Machu, il y en a une qui m'a... Je vais peut-être vous lire juste quelques vers. Voilà. Quand tu retrouveras Machu, un jour, grandement plus tard, un fouillant chez Rayon des petites bibliothèques, perdu dans chez livres et peut-être par hasard, un cahier marron à couverture bien raide. Ouvelle-les avait soin, dans chez feuillets jaunis, chez souvenirs et d'achetant, muchés et sous poussière,
les plus belles années t'apparaîtront tout gris, et le défilé de 20 ans, toute jeunesse est tempère. Ça, c'est une poésie. Bon. Il y en a une autre qui est amusante. Ça vous plaît? Bon, alors tant mieux. C'est quel est, non? Ah, là. Bon. Vous voyez? C'est le déluge. Voyez-vous, il y a tous les animaux qui sont en bas. Je vous en lire un peu. Puis après je vous lis la fin. Quand après 40 jours et de pleuve, je boidu, il offre mes écluses, Noé, croyant pouvoir faire un rêve, ravise le soleil et tue ce qu'on dise. C'est incroyable, qui dit à cette femme, chose soit finie, des jours s'égressent. Est-ce femme, tout contente de voir s'écrire, et ce n'est que Mich qui collouette à ses fesses. Il dit, Noé, faut vivre à débarquer pendant que je cesse. Noé, il va tirer le colon pour l'envoyer à un éclaireur pour dire si l'on peut dans ce vieux monde mettre pied à terre sans frère erreur. Et le colon parti touché bestiole et commence à respecter d'arrière, disant que Noé se fichait le fiole. Bref, Noé prend rassurer sur Snarch, prend le gouvernail, puis leur déclare leur façon de prendre leur des marches. Et là, j'ai un petit trou. Oui, ben, ça arrive. Hein. Bon. Alors, vous mettez bien tout doucement ensemble ceux qui peuvent se sentir pour inviter du bonachement. Hein? Pas avoir des détails, l'un derrière l'autre, d'abord chez gros, puis chez grand. Et il ne faut point que je vous épete, au bougerez comme un commandement. Bon. Ensuite, prenant le fil de la filière, Chepchou, ils mettons 2 à 2, fermez bien terre tous voudriez, et tâchez de rester silencieux. Bon, tout rouspétant, le pauvre épluche finit le dirène au bout des champs. Ce n'est point si tout qui sont des juges qui disent d'arcoche des nez forts. Mais un grand cri le colon a vu dans un bec Olivier qui raccourt vers eux comme un tombe pour retrouver son pigeonnier. Noé a vu un geste superbe, donne-leur de tous et débarquer. Et passer 2 pattes et dessus l'herbe, sans berdeler et puis sans raquer. Un éléphant de grande pompe qui est Twitch premier tout en avant, s'apprêtait quand d'un queue de tombe qui se retourne tout en m'avenant. Mais qu'est-ce qui me bouscule par derrière, qui dit à Noé mécontent, j'ai tué pour sortir le premier, et le plus qui est tué dans sa fondement. Et il y en a comme ça, 50, 60. Mais moi j'ai été élevé avec ça, voyez-vous, alors ça m'a beaucoup plu, quoi. Voilà mes enfants, merci d'être venus. C'est un honneur que vous m'avez fait, et c'est un honneur que vous avez fait à papa. Je pense qu'il nous voit, quoi qu'il est là-haut. Je suis à peu près persuadé qu'il nous voit et qu'il est content. Merci. Vous pouvez venir voir les peintures. Là, il y en a une, c'est fait avec des papiers de chocolat collés, voyez-vous.